D'abord, je vous avoue que j'ai un gros rhume et puis rassurez-vous, le test Covid est négatif, point de guerre biologique ce matin. Je vais vous parler effectivement du vieillissement et plus particulièrement des personnes vulnérables et de ce que les communes peuvent faire à cet égard. Voilà une représentation classique du vieillissement démographique, du vieillissement de la population. On en parle à peu près depuis 1925. En fait, que les êtres humains vieillissent, ça remonte aux origines de l'humanité, mais qu'une population puisse vieillir, c'est une idée qui a cours depuis à peu près un siècle et qui était déjà utilisée à l'époque pour faire peur, pour menacer de faillite la sécurité sociale française en l'occurrence, la pyramide des âges où les perspectives démographiques ont été inventées pour pousser les Françaises à faire plus d'enfants. Vous savez sans doute que ça n'a pas du tout marché. Voilà. Cette représentation, elle montre le côté, elle illustre classiquement le côté négatif du vieillissement, avec la montée de la proportion de personnes âgées censées menacer notre état social, et en particulier les méchants, les baby-boomers. Je suis un baby-boomer, comme a priori la grande majorité des personnes dans cette salle. Je vous signale que quand les baby-boomers sont arrivés dans le système scolaire, ça a été associé à une démocratisation du secondaire et dans une certaine mesure du tertiaire. Et quand ils sont arrivés sur le marché du travail, ça a été associé au plein emploi. Mais on nous fait quand même des scénarios un peu catastrophiques sur le vieillissement. Plus problématique sans doute, cette approche a été associée à des représentations du vieillissement individuel, personnel, excessivement négatives en termes de sénilité, de dépendance, des visions extrêmement sombres et négatives qui continuent à nous impacter et à empêcher toute une série de réactions positives. Car le positif existe. Quand le peuple suisse a voté l'AVS permettant une fin de vie digne passé 65 ans, l'espérance de vie était de 65 ans. Depuis, tous les ans, on a gagné 2 à 3 mois d'espérance de vie, ce qui a profondément changé la nature de la vie au-delà de 65 ans, de la vie à la retraite. Et la Suisse tutoie le Japon ou le concurrence pour la plus haute espérance de vie au monde. Si vous voulez bien excuser Monaco et quelques petits pays confettis. Sur les pays importants, la Suisse se situe très haut. Les perspectives montrent qu'à terme, la Suisse devrait quand même perdre un petit peu de son rang, mais rester très clairement parmi les populations les plus favorisées de la planète à cet égard-là d'ici à 2040. Alors, quelles sont les dynamiques historiques qui sont à l'origine de ce succès suisse? Il y en a toute une série, je ne peux pas toutes vous les raconter en l'espace de 20 minutes, mais on a la chance d'avoir des enquêtes qui ont été faites par mes prédécesseurs sur les conditions de vie et de santé des personnes âgées en 79, en 94, et mon équipe l'a répété en 2011. Mes jeunes à l'époque se moquaient de moi en disant on va la répéter en 2026 quand tu rentreras, quand tu auras 65 ans et que tu entreras dans l'échantillon. Mais on n'est pas encore là. Quoi qu'il en soit, ce que vous voyez ici, c'est l'expansion dont on parlait il y a quelques minutes des niveaux scolaires ou niveaux d'éducation, c'est comme vous voulez. En 1979, 66%, les 2 tiers des retraités suisses n'avaient que l'éducation obligatoire ou même pas. On reste maintenant à 18%. Donc, un progrès spectaculaire, et en particulier côté féminin, la discrimination envers les jeunes filles était très très forte. Les dames à cette époque-là, elle s'est nettement réduite. Je vous signale que dans les jeunes générations, celles de mes étudiants et étudiantes, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le capital humain féminin va être supérieur au capital humain masculin. Ceci est très important. Alors, il y a plein de phénomènes qui sont là derrière, qui sont assez complexes. Et qu'est-ce que vous faites avec un diplôme sur le marché du travail pour accéder à des ressources?
pour accéder au système social, pour accumuler des cotisations et pour, in fine, atteindre la retraite avec une bonne pension ou pas. Mais, in fine, ce qu'on voit dans les modèles statistiques, c'est que les progrès de l'éducation expliquent le recul de la pauvreté chez les personnes âgées. En 1979, la moitié des retraités vivaient avec des revenus mensuels inférieurs au seuil de pauvreté défini à l'époque par la Conférence suisse des institutions d'action sociale. 80% des femmes de 80 ans et plus vivaient sous le seuil de pauvreté. Il n'y avait pas de silver economy à l'époque. Hein. Et on est en 79, on n'est pas au 19e siècle. Eh bien, maintenant, la pauvreté a nettement reculé. On est quand même encore quelque part vers 18-20% des personnes de 65 ans et plus qui sont pauvres au sens de cette définition. La surpauvreté féminine qui était très forte s'est réduite parallèlement au progrès de l'éducation. Donc en fait, vous avez un phénomène où vous avez une montée de l'éducation et 60, 70, 80 ans plus tard, vous en avez l'effet. En 79, en 94, en 2011, si vous avez un bas niveau d'éducation, vous êtes 2 fois plus à risque de pauvreté que si vous avez un niveau d'éducation moyen, classiquement l'apprentissage. Vous êtes 4 fois plus à risque de pauvreté que si vous avez un diplôme d'éducation tertiaire, université HES. Mais ce qui a changé, c'est qu'on est passé de 66% de personnes à bas niveau d'éducation à 18%. Donc, il y a eu des progrès spectaculaires qui ont été engrangés, avec un problème, c'est 18% de pauvres, 18-20%, qui correspondent à peu près aux personnes à bas niveau d'éducation. Ils étaient la normalité de la société suisse, ils sont devenus une marginalité statistique, mais aussi sociale. Et ça, on le voit ici, alors c'est des calculs très compliqués, je vous ai laissé les titres en anglais, mais finalement la question qu'on se pose, c'est quand on gagne des années de vie, est-ce que ce sont de bonnes années en santé, ou est-ce que ce sont de mauvaises années avec des handicaps, etc. Eh bien, dû faire des calculs très compliqués en appareillant l'état civil suisse et le recensement de la population, mais les résultats montrent que durant tout un temps, tous les groupes sociaux progressaient, et la bonne nouvelle, c'est qu'on gagne, les années de vie qu'on gagnait étaient surtout des bonnes années. Mais depuis l'entrée dans le 21e siècle, depuis à peu près 2000, ça continue pour les niveaux d'éducation moyens et élevés, tandis que ça stagne pour les niveaux d'éducation bas. Donc en fait, l'inégalité augmente. Vous avez donc, parmi les personnes vulnérables, au-delà de la retraite, ce groupe qui est très négligé, dont il faut vous rendre compte qu'il est aussi le groupe favori pour le non-take-up. C'est des gens qui ont peur de demander de l'aide, qui ne savent pas comment remplir les papiers, etc., etc. On pourrait discuter cela plus en détail. Et eux ne sont pas finalement ce que les anglo-saxons appellent les young old, les jeunes vieux, qui sont encore en très bonne santé, qui ont plutôt une bonne pension, enfin tous ceux qui ont bénéficié des progrès, eux ont réellement besoin de politique sociale. Le deuxième, ça c'était mon premier message fondamental, le deuxième porte sur les effets du vieillissement dans le vieillissement. On sait que la population de 65 ans et plus va augmenter, mais celle qui va augmenter le plus vite, ce sont les 80 ans et plus. Et on les associe alors à toutes les visions négatives dont je vous parlais au tout début, au 4e âge, refuge de toutes nos peurs, de la vieillesse. En l'occurrence, quand on regarde ce graphique qui a été fait par Andrea Sile, un chercheur extraordinaire qu'on vient de nommer professeur, vous avez ici sur 3000 personnes dans 5 cantons suisses, les mesures de l'intelligence fluide, qui est censée être celle la plus exposée au vieillissement biologique. Et en l'occurrence, vous voyez que la droite de régression vaguement en rouge montre une décroissance avec l'âge, de 65 à 90 ans passés. Mais en fait, alors il faut que je trouve ceci, voilà, dans chaque groupe d'âge, la variabilité interindividuelle est beaucoup, beaucoup plus forte que l'effet de l'âge. En fait, vous n'avez pas de 3e puis de 4e âge, vous avez une individualisation du vieillissement.
avec ici évidemment les personnes défavorisées dont je vous parlais auparavant, qui sont là, très clairement. On a une manière de mettre cela en évidence grâce aux travaux de mes prédécesseurs, Christian Lalive d'Épinay et Dario Spini, qui ont mis en évidence une nouvelle réalité du vieillissement. En fait, vous voyez ici, on est en 1975 et on a une vision qui est toujours marquée par la croyance en un troisième et quatrième âge. Vous êtes indépendant, vous fracturez le col du fémur ou quelque chose comme ça, vous devenez un handicapé indépendant. Le vocabulaire est d'ailleurs celui du handicap qui est utilisé à l'époque. Et puis tout le système se mobilise pour prendre soin de vous, l'assurance invalidité, etc. Eux, en fait, ont suivi des personnes de 80 ans et plus, des octogénaires, des nonagénaires, quelques centenaires, jusqu'à leur mort. Et ce qu'ils montrent, c'est cette nouvelle réalité. I, c'est indépendant. Vous vous débrouillez, vous êtes autonome. D, vous êtes dépendant, vous n'arrivez plus à vivre si on ne vous aide pas, si on ne vous soutient pas. Et entre les deux, vous avez F, c'est fragile, la fragilisation. Là, vous ne pouvez plus nier que vous êtes vieux, vous le ressentez dans votre corps et dans vos capacités, mais en faisant des efforts, en aménageant par exemple votre vie au rez-de-chaussée de votre logement, en bénéficiant de repas à domicile, etc., vous arrivez à vous débrouiller. Et en l'occurrence, vous voyez que, alors ça c'est un peu notre rêve à tous, hein, on a 15% de grands vieillards qui sont restés indépendants pratiquement jusqu'à la fin de leur vie. On en a 40% qui se sont fragilisés mais ne sont pas devenus dépendants. On en a 38% qui ont fait la totale, indépendants, fragiles et tombés dans la dépendance. Et 7%, c'est un peu particulier, qui sont passés d'indépendants à dépendants. Ça, c'est typiquement des accidents cardiovasculaires qui vous laissent brutalement paralysés, des choses de cet ordre-là. En l'occurrence, 78%, pratiquement 80% des personnes de 80 ans et plus passent par des phases de fragilisation. La dépendance, elle est là, mais 38 plus 7, vous êtes à 45% avec une forte minorité, mais une minorité. Quand j'ai vu ces graphiques, j'y croyais pas. Franchement, je pensais quand même qu'à 80 ans passés, la grande majorité de la population terminait sa vie dans la dépendance. Ça n'est déjà plus le cas. En l'occurrence, chaque fois que vous arrivez à faire quelque chose pour diminuer ce 38% et permettre la fragilisation, vous faites quelque chose de réaliste. S'imaginer qu'on peut vieillir en restant jeune, c'est un fantasme qui est très répandu à part ça. Bien vieillir, un vieillissement réussi, c'est rester jeune, c'est pas vrai, hein, n'y croyez pas. Mais quand vous restez dans cette zone de fragilité, regardez, ça c'est la courbe du bien-être subjectif des individus, et vous voyez que tant que vous évitez la dépendance, vous arrivez à maintenir un bien-être, à rester l'être humain que vous avez été tout au long de votre vie, à trouver des satisfactions dans votre existence. Donc c'est vraiment là l'enjeu crucial, et c'est mon deuxième message, c'est prendre en compte cette logique de fragilisation, ces processus de fragilisation, qui ne sont pas dramatiques, sinon les gens se plaindraient. Alors il y a plein de processus psychologiques, hein. Les personnes âgées ont une grande capacité d'adaptation, mais elle va jusqu'à la dépendance. À la dépendance, là, vous voyez monter les taux de dépression et de quantité d'autres pathologies physiques et psychiques, bien évidemment. In fine, ce qu'on a de plus en plus, et ça aussi c'est relativement négligé, en fait, si on se mettait... pardon, voilà, je reviens en un. Je ne veux pas, hein, voilà. Si on était au 19e siècle, vous avez les enfants qui viennent au monde, 0 ans, et puis vous avez une forte mortalité infantile et la courbe de survie descend fortement. Puis ça stabilise un peu aux âges adultes, et puis elle tombe dans la vieillesse beaucoup plus tôt que maintenant. Au fur et à mesure des progrès, la courbe de survie est restée plane. 75% des femmes en Suisse sont encore en vie à 82 ans.
82 ans. Et puis, en l'espace, en l'occurrence de 12 ans, la moitié d'entre elles meurent. Et je ne parle pas de la moitié des 75, hein, je vous parle de la moitié du groupe de départ. C'est ce qu'on appelle la rectangularisation des courbes de survie, avec l'explication des progrès de l'espérance de vie, mais aussi l'accumulation d'une population fragile qu'à un moment, la mort va récolter massivement durant une brève période de temps. Ça aussi, c'est mal pris en compte par le système socio-sanitaire, y compris le fait que si vous êtes toujours en vie à 90 ans, vous êtes un survivant qui avait vu la majorité de vos contemporains mourir autour de vous. Une expérience du deuil massivement concentrée et assez terrible. Et ça appellerait aussi un certain nombre d'actions de politique sociale et sanitaire. Ça a été illustré de manière extrêmement cruelle, ça c'est juste les chiffres, lors de la pandémie de Covid-19, durant laquelle, ne le cachons pas, le Covid a tué les fragiles. Le Covid, en l'occurrence, il a frappé exactement là, au point d'incurvation. C'est là que les décès se sont concentrés de manière tout à fait caricaturale. Vous avez un peu plus de 5% de la population de la Suisse qui a 80 ans et plus pour le moment. Vous en avez 16% qui vivent en EMS. Ça fait moins d'1% de la population suisse. Ça a fait plus de la moitié des décès dus au Covid. On a été mauvais. Voilà, on n'a pas réussi à protéger nos plus vulnérables. Et ce n'est pas une malédiction. Et ça, on le voit avec les canicules, qui forcément répondent à des processus physiologiques différents du Covid, hein, c'est tout autre chose, mais on a la même chose. La canicule tue les gens fragiles, frappe à l'inflexion de la courbe de survie. Et en l'occurrence, prenons le cas de la France. Il y a eu 15 à 18 000 morts des grands vieillards en 2003. Ça a été un énorme scandale. Je vais chaque fois prendre le chiffre le plus bas pour ne pas forcer ma démonstration. Donc 15 000 et pas 18 000. Là-dedans, vous en avez 20%, au moins 3 000, qui n'avaient pas d'enfants, n'en ont jamais eu ou n'en avaient plus, peu importe. Puis c'est difficile de savoir qui n'a plus d'époux, d'épouses, de petits frères, de petites sœurs, etc. Ce genre de choses, mais j'arrivais avec des calculs compliqués à une estimation de 1000. Quand j'ai présenté ça à Paris à la Fédération nationale de gérontologie, les assistants sociaux m'ont ri au nez en disant ah, enfin, professeur, sortez de votre tour d'ivoire, un grand vieillard sur 15 isolés, il y en a beaucoup plus que ça. Mais peu importe, acceptons encore l'hypothèse la plus basse, la plus restrictive, 1000 personnes. La canicule s'est terminée, le gouvernement français, devant TF1, France 2, M6 et tout ce que vous voulez, a entouré en grande pompe nationale 80 personnes qui étaient mortes toutes seules. Chacun de ces 80 cas est dramatique. Mais quand vous partez de 1000 isolés, ça veut dire qu'on a médiatisé et représenté le négatif, toutes les peurs du vieillissement, de l'abandon, d'une société anomique, etc. Alors qu'en fait, la réalité a été tout autre. La solidarité a été au moins 9 fois plus fréquente que l'abandon. Donc vous voyez, quand on travaille sur le vieillissement, on est prisonnier de ces représentations, c'est quelque chose d'assez terrible. En l'occurrence, on a travaillé avec Matthias Lerch sur la Suisse. Alors évidemment, comme c'est une population beaucoup plus petite, on a plus de problèmes d'effectifs, mais la logique est en fait exactement la même. En l'occurrence, en 2019, grâce à la mise en place de plans canicules, grâce à toute une série de mesures, en 2019, on a eu 2 épisodes de canicule consécutifs avec des valeurs de température plus élevées qu'en 2003 et la surmortalité a été diminuée par 10. On est passé au minimum 15 000 à 1 500. Donc on peut être efficace, on peut protéger les fragiles, on peut protéger les plus vulnérables. Et en l'occurrence, en prenant en compte, il me reste 33 secondes, ça ne pouvait pas être meilleur, en prenant en compte la leçon de 2003, c'est-à-dire à quel point la solidarité, le tissu social, le lien social sont efficaces. Les voisins, les amis, des gens de proximité. Et en l'occurrence, je ne vous le dis pas pour vous faire de la lèche, je le pense sincèrement, aucune institution sociale et politique n'est plus efficace pour stimuler le lien social
que les municipalités. C'est vous qui êtes au bon niveau pour cela. Je vous remercie de votre attention.